Pendant toutes ces années, j'ai parlé de comics sans me rendre compte que ce que je croyais être des fables modernes, pour adolescents attardés, étaient des histoires vraies. Tous ces récits de super-héros étaient là pour nous prévenir d'une potentialité qu'un jour l'imaginaire devienne la réalité. Que ces histoires fantastiques deviennent réelles. Ouais, je sais ce que vous pensez. Ça vous paraît dingue. Moi aussi, ça me paraît stupide. Mais c'est en train d'arriver, aujourd'hui. Et le pire, c'est que je suis l'acteur principal de tout ce bazar. Philippe, je sais là où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Journal de bord de Bob Zombie, numéro 0173. Vous allez me demander pourquoi je suis ici, dans le bunker de mon tonton Michel, en Sibérie du Danemark. C'est dans les Vosges, au cas où si vous vouliez le savoir. Pourquoi je ne suis pas rentré au QG d'Amazing Geek, après avoir rendu le défraculateur au père fourreur? Eh bien c'est simple, mes petits farfadets. J'ai merdé grave depuis le début. Vous vous souvenez de cet épisode où l'un des deux défraculateurs a pété lors de la saison dernière? Eh bien c'est là que tout a commencé. Quand j'y pense, je suis un gros nul. J'ai été négligent. Je suis incapable de faire deux choses en même temps, mais dans ma vidéo, j'ai quand même voulu vous présenter un bouquin tout en réparant le défraculateur défectueux. Je l'avoue, j'ai fait une mauvaise manipulation, et cela a fait péter le défraculateur. Et cette erreur a été fatale. Pendant quelques secondes, l'explosion a dégagé une sorte d'onde pulsar qui a révélé l'emplacement du défraculateur à une saloperie d'entité vivant à l'autre bout de l'univers et qui convoite justement ce défraculateur. On appelle cette chose le Dark Zombie. J'ignore pourquoi, mais j'ai eu alors une vision. J'ai vu que le Dark Zombie s'était mis en route pour la Terre pour récupérer ce défraculateur et son précieux composant. Ce truc-là, l'origine de toute cette histoire. J'imagine que c'est le pouvoir contenu dans le défraculateur qui m'a connecté au Dark Zombie, ou du moins ce qu'il y avait dans ce prisme. Je vois pas d'autre explication. En tout cas, ce Dark Zombie est en route pour la Terre. Ça craint du boudin. Et c'est pour ça que je me cache. Car le Dark Zombie me veut moi, je le sais, je le sens. Pourquoi? J'ai une idée, mais je vous l'exposerai plus tard. Faut quand même que je crée un effet dramatique, hein. Y a pas à dire, tonton Michel a vachement bien aménagé son bunker. Il a toujours été méticuleux. Un mec fiable et toujours dans la débrouille. C'est pour ça que papa mettait toujours nos meubles en Suisse chez tonton Michel quand les vilains messieurs des huissiers venaient nous rendre visite. Question lecture, tonton Michel a tout prévu pour tuer l'ennui dans ce bunker. Je trouvais une pile de vieux comics dans un coin qui n'ont pas trop pris l'humidité. Ah ouais, je me souviens de ce Strange 161. Il remonte à mai 83. Comment cette revue m'avait fait kiffer à l'époque? Voir Rome se friter avec Pierrot de la confrérie des mauvais mutants me mettait le kiki tout dur. J'ai toujours kiffé grave cette couverture glacée non lavable, et je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être parce que j'adorais la confrérie des mauvais mutants depuis leur fantastique baston contre les X-Men dans le Special Strange 36. Vous en souvenez? Non. Mais revenons à ce Strange 161. Le bouquin s'ouvre sur l'invincible Iron Man, avec un titre aussi court qu'inattendu, puisque c'est Spore. Ce récit, écrit par David Michelinie et dessiné par Alan Kuenperberg, c'est pas facile à dire, est tiré de l'Iron Man 157, datant d'Avril Lavigne 1982. C'est un nouveau one-shot qui nous narre les aventures spatiales d'Iron Man. Oui, on pourrait appeler ça Iron Man dans l'espace, mais ça serait vachement nul comme titre. Tu m'étonnes. Un peu comme le Brésil, hein, c'est nul. Et alors les lecteurs zélés qui pètent leur science alors qu'on ne leur demande pas leur avis, rétorqueront que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et fort heureusement, on ne va pas leur demander leur avis. On se souvient dans le Strange 154, en octobre 1982, que David Michelinie et Bob Layton nous avaient offert l'armure spatiale d'Iron Man. Mais dans l'histoire d'aujourd'hui, Iron Man n'a pas vraiment eu envie d'aller faire un tour dans l'espace. Il y est entraîné contre sa volonté, et chapeau sur la cerise ou sur le gâteau, je ne sais plus, il va rencontrer des formes de vie extraterrestres, pour le moins, comment dirais-je, sans paraître trop pontifiant ou méprisant, disons insolite.
Alors bon, c'est pas une très bonne histoire. On est dans la période creuse de l'équipe créative avec un récit bien dans le style tachiste de la période fiante. Nonobstant, pour utiliser un terme que je ne maîtrise pas, l'épisode se lit plutôt bien. Iron Man est vraiment obligé d'utiliser autant sa tête que ses muscles s'il veut survivre. Donc c'est pas si mal au final, et c'est original de l'avoir fait se dérouler dans l'espace infini. Tu rejaillis à nouveau, le plus puissant des robots. Toi, Iron Man, prêt à tous les assauts. Les planches d'Alan Kuperberg, et c'est toujours pas facile à dire, dont l'esthétique d'un autre temps risque de faire peur aux jeunes, sont correctes et sied à merveille à l'ambiance du récit, comme le verre sied au rouquin. Sans paraître trop méprisant, je dirais que c'est un bon bouche-trou. Puis la revue enchaîne sur l'épisode de l'Homme Araignée avec un titre tout aussi nul que le précédent puisqu'il est écrit Pas si fou, écrit par Roger Stern et je vous le rappelle, il n'a rien à voir avec l'oiseau migrateur. Le récit est illustré par John Byrne et cet épisode velu comme ma copine Manuela est tiré de l'Amazing Spider-Man 206 datant de juillet 1981. Cet épisode semble venir conclure un arc narratif assez chiant qui s'étendait depuis quelque temps dans les folles aventures du tisseur et il s'agissait de l'insidieuse glissade de J. Jonah Jameson vers la folie. Roger Stern nous propose de nous expliquer ici pourquoi cette tête de de Jameson était limite nervous breakdown. C'est une sorte de réhabilitation du personnage qui, sans être vraiment très équilibré du bulbe, n'était pas non plus un fou furieux comme dans ses dernières aventures. Mettant en scène Jonah Harrow avec un H devant, on est déçu de voir un vilain de seconde zone dans cette histoire, même si le butor est très impliqué dans les menaces qui ont inquiété Spider-Man et ont même failli le mettre get down on the floor, pour ne pas dire rummaging on the floor intestinal. Dans sa bonté généreuse, et c'est dire s'il est bon, David Stern nous livre malgré tout un épisode réussi, où le tisseur a fort à faire avec un vilain très malin, capable de le transformer en dingue comme il l'entend, mais surtout on sent que Stern a voulu faire une sorte de reboot de Jameson pour le remettre à sa place et ne pas le laisser devenir un gros dingue capable d'inquiéter Spider-Man comme le ferait un vilain comme le Bouffon Vert. Jameson, c'est avant tout un sale type qui doit rester le big boss de son journal et descendre le tisseur grâce au pouvoir de la presse et des merdias. Oui, j'ai dit merdias. Hein. Au niveau des dessins, John Byrne n'est pas en forme. C'est en tout cas mon avis et il n'engage que moi, mais c'est quand même mon avis que je préfère. Il faut dire que l'ancrage de Jen Day bousille pas mal du style du maître Byrne. Et s'il n'y avait pas ce putain de fucking pull méga moche de Peter Parker, on aurait du mal à reconnaître le travail du Canadien sévèrement burné. Les dessins sont réussis, mais personnellement c'est ce que j'appelle du mauvais Byrne. Ce n'est pas laid, mais John nous a habitués à mieux mes aïeux. Pas de quoi en démouler une terrine. C'est normal que Zombie ne soit toujours pas là? Il est parti à Bestagen-Berkestadt pour se débarrasser du défraculateur. Il ne voulait plus l'avoir ici au QG. Il l'a rendu au SAV compétent. Bah oui, on le sait. Et c'est pour ça qu'on est là, pour veiller à la maison. Tant qu'on reste ici, ceux qui convoitent le défraculateur sont persuadés qu'il est encore avec nous. Tous les yeux sont rivés sur nous, quoi. Et pendant ce temps-là, Bob peut accomplir sa mission tranquillement sans avoir plein de vilains à ses trousses. Il est malin, mon fiston. Ah, sérieux, Patricia, tu es vraiment sa mère? Et pourquoi pas? Ah, enfin, je veux dire, tu lui ressembles pas trop, quoi. Tu dis ça parce que je suis une Renoir avec l'accent d'Eddie Murphy? Non, c'est pas une question de couleur, c'est juste que... Bah, tu ressembles à un homme, quoi. Ce que tu peux être désagréable, toi, alors? On peut recadrer la discussion, les gars? Je suis pas un mec. Cela fait 2 mois qu'il est parti et il n'a pas donné de nouvelles. Je suis très inquiète. C'est peut-être parce qu'il a pas trouvé le SAV ou qu'il n'existe plus. Oh, c'est surtout qu'on a fait une trêve estivale de la chaîne. C'est pour ça que ça fait 2 mois sans nouvelles. Ah ouais, ça tient la route en explication. Bah, c'est ça la puissance intellectuelle, bah, plus 2 les enfants. Hein. Oh, l'autre, hein. Vous ne voulez pas qu'on se renseigne pour savoir où il est passé? Y a peut-être un problème? Non, ça risque d'attirer l'attention de ceux qui le cherchent à éviter. Bah c'est la merde. Ouais, un peu quand même. Mais bon, on fait quoi pour les vidéos à diffuser sur la chaîne, s'il est pas là? Il en a fait pas mal d'avance. On va les envoyer en attendant qu'il refasse surface. C'est vraiment la merde. Ouais, c'est clair. Nous ne le cachons pas, l'histoire qui retient le plus notre attention dans ce Strange 161 est celle de Daredevil. Le titre pète grave sa mère puisqu'il nous l'annonce sans contrefaçon que l'intrépide Daredevil est démasqué. Ce récit palpitant tiré du Daredevil 164 de mai 1980 est écrit par Roger Mackenzie, dessiné par le délicieux Frank Miller et ancré par ce gougnafier de Klaus Johnson. Après s'être pris une méchante branlée des mains de Hulk dans le Strange 160, que je vous ai déjà présenté avec talent dernièrement, Daredevil se retrouve hospitalisé. Le cliffhanger était puissant puisqu'on nous annonçait déjà dans le numéro précédent que Daredevil allait être démasqué. J'aime beaucoup comment les auteurs de cette histoire ne se font pas suer avec l'identité de Daredevil, puisque les médecins, pour une raison qui doit relever de la charité, mais certainement pas d'une raison sanitaire, lui ont laissé son masque, se contentant de lui faire un bandage par-dessus. Ah là là, la médecine américaine, toute une poésie. Bref, c'est vrai que c'est rigolo de voir que les médecins ne lui ont pas enlevé le masque, mais que le titre annonce quand même que son identité secrète est en péril. J'adore ces incohérences, car elles apportent un charme désuet à nos lectures d'enfance. Ouais, c'est pas faux.
Le cœur du récit tourne autour de la confrontation entre le journalope Ben Urich et Daredevil. Le journaliste arrive à faire avouer à Daredevil son identité civile. Ça c'est brillant, comme l'exposé que j'avais fait en 6ème dans la classe de Madame Boussac. Mais surtout, ce passage est l'occasion de revenir sur les origines de Daredevil, racontées par le principal intéressé. Personnellement, c'est grâce à ce Strange que j'ai pu découvrir les origines de Daredevil. Cet épisode était pour moi la référence sur les débuts du personnage. Un indispensable, et pour bien des gens de ma génération, c'était la première fois qu'on apprenait véritablement l'origine du Diable Rouge. Inutile de dire que cet épisode était culte. Les dialogues sont soignés et l'histoire se déroule avec beaucoup de pudeur entre le journaliste et Matt. Notez que je n'ai pas traité le journaliste de journalope, enfin si un petit peu tout à l'heure, mais enfin bon, on va commencer pas à faire chier. Et le final est magnifique, sans texte et efficace au niveau graphique. Oui, vous le voyez, je suis capable de dire du bien de Frank fucking Miller. J'ajouterai que le talent de scénariste de Frank Miller transpire dans les lignes de Roger Mackenzie. On sent que Frankie a eu son mot à dire sur la construction des intrigues, et cela nous offre une belle histoire. Tout comme l'épisode précédent d'ailleurs, hein. Donc 2 épisodes magnifiques qui sont des incontournables des aventures de Daredevil. C'est en tout cas mieux que les plus belles pages d'un livre de Philippe Solers. Le récit se termine en beauté avec la naissance d'une forte amitié entre les 2 protagonistes ainsi qu'un profond respect mutuel. C'est beau comme les nichons de Mystique. C'est donc un excellent épisode qui offre la meilleure rétrospective sur les origines de Daredevil. Voilà, j'ai regardé les vidéos de surveillance du jour où le défraculateur a explosé. T'as que ça à foutre, mec! Mais non, tête d'ail, je veux savoir pourquoi il a pété, et surtout qui était dans cette pièce au moment de l'explosion. Et alors? C'était Bob Zombie. Bah ça alors? C'est pas ce qu'il m'a dit quand je l'ai retrouvé après l'explosion! Oui, et pourquoi il nous a menti? Qu'est-ce qu'il nous cache? C'est pour ça qu'on est là. Mais si t'as pensé, gros! Bob est louche depuis cet incident. Bah tu y vas fort, gros! Je te rappelle qu'il est Capricorne! Et alors? Bah il fait l'amour, pas la guerre! Ce que j'espère, c'est qu'il n'est pas devenu une marionnette du Dark Zombie. Le pilote, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais non, une marionnette, t'es sourd ou quoi? Ah ouais, une marionnette, je me dis aussi, c'est pas logique! T'es un peu neuneux, toi, hein. Je suis pas fini! Ouais. Et puis le Strange 161 se termine avec un épisode de Rome le Chevalier de l'Espace écrit par Bill Mantlo et dessiné par Sal Buscema. Le titre, Rencontre au pluriel, est parfait car il résume bien cet épisode tiré du Rome 31 de juin 1982. Un nouvel arc narratif commence donc dans cet épisode, marquant le retour du terrifiant hybride. Encore. Vous savez, ce mélange de spectre noir et d'humain au look dégoulinant qui lui a valu d'être censuré par ses fucking censeurs de chez Lug. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est Kitty Pryde qui l'avait anéanti dans le Strange 148 en avril 1982. Épisode hautement censuré dont j'ai parlé dans l'une de mes vidéos passées. Trop noble et candide, et oui, j'ai du vocabulaire, bande de moules gratinées, Rome se fait avoir par la roublardise humaine et son innocence le conduit à faire évader des criminels d'une prison ainsi que les membres de la nouvelle confrérie des mauvais mutants. Ça fait beaucoup là, non? Ces derniers avaient été vaincus, et ça fait beaucoup, dans l'Avenger annual numéro 10 de 1981, et attention, j'ai bien dit annual, écrit par le boss Chris Claremont et dessiné par un artiste que j'aime beaucoup, et ça, les abonnés de la chaîne le savent bien, je veux parler d'un gars que j'aime autant que Frank Miller, le pétulant Michael Golden. Cet épisode contre les Vengeurs, vous avez peut-être pu le lire dans le Strange Special Origin 238 en octobre 1989. Non. Pour en revenir à cet épisode de Rome, il est plaisant à lire. Non. Du moins, il est supérieur en qualité au journal d'Anne Frank. On voit s'installer une intrigue balèze et on sent bien que la suite va déchirer sa race, avec Hybrid qui, dans cet épisode, commence déjà à mettre Marave la torpille. Et puis voir ce pauvre Rome se faire prendre pour un teubé par des criminels plus malins que lui est aussi amusant que de voir tomber une vieille sur un trottoir. Le mec a confondu des prisonniers avec des esclaves, un peu comme Francis Cabrel avait confondu la lumière d'une étoile avec celle d'un réverbère. Rien à redire sur le travail de Sal Buscema qui nous livre des planches très réussies. Alors pour mon anecdote personnelle, c'est dans cet épisode que j'ai découvert Malicia. Et du coup, pour moi Malicia, c'est cette espèce de femme d'âge mûr, une milf comme on dit aujourd'hui sur les sites porno, enfin c'est ce que m'ont dit mes copains, avec ses mèches blanches, et lorsque j'ai vu Malicia dessinée autrement, et souvent rajeunie sous d'autres coups de crayon, j'étais assez réticent avec le personnage. Pour moi la seule Malicia était celle de Sal Buscema. Et pareil pour Mystique et ses nichons arrogants, véritable insulte à la consommation du lait en poudre. J'adorais son look beatnik, le pouvoir des fleurs et Woolsey réunis. C'était la mode à l'époque. Dans cette BD, ainsi que dans l'épisode des X-Men dans le Special Strange 36. Vous voyez, on y revient à chaque fois. Ah purée, je suis en train de m'exciter inutilement là. Les autres représentations de la pépette m'ont toujours provoqué un agacement supérieur ou égal à la contemplation d'une toile du Tintoret. Oh là là, je digresse beaucoup là moi aujourd'hui. Donc je vais en finir et je dirai simplement que pour moi c'est un très bon épisode de Rome qui nous met en appétit avant l'apothéose dans l'épisode suivant avec Rome allié à Mystique et Malicia face à Hybrid. Du lourd que je vous conseille en version originale car dans le Strange 162 la censure a fait un vrai massacre. Et la menace d'Hybrid me fait penser à celle qui arrive aujourd'hui sur Terre.
Réfugié ici dans mon bunker, j'essaye de passer sous ses radars, mais je me demande bien ce que fera le Dark Zombie s'il ne me trouve pas. J'espère simplement qu'il poursuivra sa route et ira me chercher un peu plus loin, dans un autre coin de la galaxie. Coup de poker à vrai dire. Et laisser mes amis et ma Scarlett exposés au danger me glace. Mais je dois m'éloigner d'eux pour les protéger. Je vais donc attendre ici dans le bunker que l'orage passe, en espérant que le Dark Zombie ne s'éternise pas trop sur notre planète. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici. Non, Abdel Ramsey. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Seigneur, le Stellarscope nous indique que la Terre est en vue. Parfait. Le défraculateur sera bientôt à moi.